ce soir pour une nouvelle édition du Café Politique du 17e. Je vais garder la parole juste 2 minutes pour faire un peu les présentations et puis après je rendrai le micro aux intervenants. Donc juste pour refaire une petite mise en contexte, le Café Politique existe depuis environ 5 ans maintenant. Il est organisé par 2 associations, le collectif Roosevelt et Attaque, et des partis politiques, donc le PCF, le NPA, le parti de gauche, Nouvelle Donne et Ensemble. Depuis 5 ans, donc, on organise cette initiative environ, on essaie d'être un peu régulier tous les 3-4 mois et en abordant à chaque fois des sujets très différents. Donc, pour vous donner des exemples, les dernières fois, on a pu aborder aussi bien le travail, la santé, l'Union européenne, le foot, puisqu'on recule devant rien. Et en fait, on s'est rendu compte un peu à chaque fois, à chaque café et à chaque thème, qu'au fil des débats, en filigrane, apparaissait toujours une question, des questions dans la salle qui apparaissaient, et en gros, les gens se demandent, mais qui fait les règles ? Quel que soit le sujet, qui fait les règles ? Qui fait les lois et qui les applique ? Donc du coup, on a eu envie de s'intéresser plus particulièrement à la question de la justice. Alors on aurait aimé pouvoir y répondre, enfin en tout cas pouvoir approfondir le sujet sous différents angles, mais là il nous aurait fallu 3 jours. Donc on s'est un peu concentré sur la question des liens entre la politique et la justice. Il faut dire que l'actualité aide un peu à se poser ce genre de questions. On a eu récemment, entre l'état d'urgence, les assignations à résidence, là encore récemment, en ce moment, le procès de l'équipe du Tarnac, le procès de Valmy, etc. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué de se poser la question des liens entre justice et politique. Et donc, on a sollicité nos 3 intervenants pour nous aider un peu à y voir plus clair. Donc Vanessa Kodacheni, qui est professeure à Paris 8 en sciences politiques et spécialiste, entre autres choses, des procès politiques. Maître Chalancet, à côté de moi, qui est pénaliste, qui est également spécialiste des erreurs médicales, entre autres choses. Je vous laisserai développer, Maître. Et Maître Kouzmine, alors c'est Maître Halimi qui était annoncé, qui ne peut pas venir parce qu'il a eu une audience de dernière minute, donc Maître Kouzmine qui est là, qui est pénaliste également et spécialiste des libertés fondamentales, qui travaille dans le cabinet, travaille notamment avec la LDH, et donc il va nous parler plus spécifiquement d'état d'urgence. Bonsoir à toutes et à tous. Alors on m'a demandé d'intervenir sur les procès politiques, et je vais essayer de faire le lien entre qu'est-ce qu'un procès politique et qu'est-ce que ça dit de la répression et qui fait la justice. Alors déjà, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par procès politique. Et en fait, on pourrait dire que tous les procès sont politiques. Pourquoi ? Parce que en fait, tous les procès sont engagés par l'État et que la justice, on peut considérer que c'est le bras judiciaire des gouvernants, c'est-à-dire de ceux qui détiennent le pouvoir et notamment le monopole de la violence physique. Donc a priori, tous les procès sont politiques. Mais quand même, on peut voir un second sens au procès politique, c'est celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. C'est lorsque l'État et ceux qui sont au pouvoir utilisent le procès contre des opposants. C'est-à-dire contre des individus, des personnes qui vont être considérées comme des ennemis politiques en fonction de leurs idées, de leur idéologie, de leur appartenance ou des actes qu'ils ont commis. Et le procès politique, c'est donc à la fois celui qui est politisé par l'État. L'État fait un procès politique pour réprimer plus sévèrement des opposants, mais c'est aussi parfois le procès politique, celui qui est utilisé politiquement par les opposants. Moi, je trouve que c'est toujours très important de ne pas regarder la répression comme une chape de plomb qui s'abat sur des individus qui seraient complètement atomisés et victimes de la répression. Les individus qui sont réprimés peuvent aussi réagir. Et donc, il y a tout un ensemble de manières de politiser la répression, notamment en mettant en place dans le procès des mécanismes de défense politique, qui sont très, très divers. Ces procès aujourd'hui, on en a des exemples tout le temps en fait. Alors il y a les grandes affaires, Goodyear par exemple, celle dont on parle le plus, l'affaire Goodyear, donc les syndicalistes, l'affaire du quai de Valmy, donc ces militants qui ont été accusés d'avoir voulu tuer ou en tout cas porter une atteinte physique extrêmement grave à des policiers. On pense évidemment à l'affaire Tarnac qui se déroule en ce moment même au tribunal correctionnel à Paris. Ça c'est les grandes affaires, mais il y a aussi les petites affaires, celles dont on ne parle pas ou peu. Par exemple, il faut savoir que pendant la loi travail, il y a eu énormément de petits procès qui ont touché des individus, notamment en comparution immédiate,
Et notamment, c'était le cas de primo-manifestants. Alors, je ne donnerai pas de nom, mais par exemple, moi je suis prof à Paris 8, j'ai beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes qui ont été embêtés pendant la loi travail pour avoir manifesté avec des motifs tout à fait fallacieux. Par exemple, il y avait un couteau suisse, ça devenait une arme, etc. Donc ça, c'est des exemples de petits procès politiques dont on ne parle pas, mais qui sont très importants. On peut prendre aussi des tas d'exemples. On peut prendre par exemple aussi le cas des manifestants qui soutiennent Calais, en tout cas qui sont allés à Calais manifester. Là aussi, il y a eu pas mal d'inculpations et de procédures judiciaires où des gens ont été condamnés alors, à des petites peines d'amende. Mais comme je le dis souvent, il ne faut pas négliger les peines d'amende parce que des fois les gens ne peuvent pas payer, et notamment dans le cas d'étudiants, etc., ça peut être très problématique. Mais on peut penser aussi, aujourd'hui c'est très important, à la répression du délit de solidarité. On peut penser à Cédric Herrou, il y a un véritable acharnement judiciaire contre lui. Et on peut penser, je crois que c'était hier ou il y a 2 jours, une personne a été inculpée parce qu'elle avait porté assistante à une migrante, enfin à quelqu'un qui avait passé la frontière et qui était en train d'accoucher. Ce qui paraît totalement délirant. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment clairement dans aussi ce type de répression politique qui vise les gens qui sont solidaires d'indésirables. Alors dans l'histoire, on a eu plein d'exemples de gens qui ont été réprimés pour avoir été solidaires d'indésirables. Je pense par exemple aux porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie, qui étaient donc des indésirables et qui étaient fortement réprimés. Il y en a qui ont pris 10 ans de prison. Je ferme la parenthèse. Donc, voilà pour à peu près qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'un procès politique. La question, qui fait le procès politique? C'est-à-dire qui sont ceux qui vont accuser et construire le procès. Alors, jusqu'à une date récente, en général, évidemment, ce sont les parquets, donc les juges du parquet, les membres du parquet qui procèdent aux accusations, donc qui vont désigner des individus et mettre en place des inculpations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps en France, il y a eu la mise en place de juridictions d'exception où les juges du siège et du parquet, les deux, étaient choisis par le pouvoir politique. Et par exemple, dans l'histoire, vous avez eu énormément de juridictions d'exception. Vichy, la guerre d'Algérie, la libération, et ensuite, où les juges étaient directement choisis par le pouvoir politique pour leur fidélité. Et parce qu'on était sûr qu'ils seraient fidèles, obéissants, et qu'ils réprimaient sévèrement les opposants. Et par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur la Cour de sûreté de l'État, qui est une juridiction politique d'exception, qui a été mise en place par De Gaulle à la fin de la guerre d'Algérie, jusqu'à Badinter, donc de 63 à 81, et qui a inculpé plus de 5000 activistes. Extrême droite, extrême gauche, des membres de l'OAS, des Mao, les manifestants de mai 68, les indépendantistes corses, basques, bretons, Action Directe, les NAPAP, etc. Tous ces gens-là étaient jugés par des juges qui étaient choisis par le pouvoir central, c'est-à-dire par le ministre de la Justice et notamment par le chef de l'État. Le général de Gaulle choisissait précisément les juges qu'il voulait dans la cour. Ça n'existe plus. Donc on pourrait dire qu'il y a une dépolitisation de la justice. Mais en fait, quand on regarde l'affaire Tarnac, par exemple, on voit très bien qu'il y a tout à fait une immixtion du politique dans le judiciaire. L'affaire Tarnac, si vous regardez, il y a effectivement l'implication de certains experts qui vont dire ils ont écrit l'insurrection qui vient, donc c'est eux, c'est forcément eux. Mais vous avez aussi une implication directe de Michel Alliot-Marie dans ce procès-là qui est tout à fait incroyable. Donc, les juges du siège, du parquet, parfois le ministre ou la ministre de la Justice, et donc des politiques qui vont intervenir directement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si on pose la question qui fait la justice et qui fait le procès politique, on voit qu'il y a un changement, à mon avis, majeur. C'est qu'il y a d'autres acteurs qui vont prendre de plus en plus d'importance dans la répression des militants, des syndicalistes ou des opposants. Et ces acteurs-là, c'est la police, c'est les services de renseignement et c'est l'administration. Ça a toujours été le cas. Les préfets ont toujours, par exemple, si vous regardez la répression anticommuniste pendant la guerre froide, etc., les préfets ont toujours eu un très grand rôle. Pendant mai 68, les préfets pouvaient faire assigner à résidence des individus, etc. Bon, il y a toujours eu des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a une conjonction entre la répression des militants et l'antiterrorisme. Ce qui fait qu'en réalité, la répression est impactée par la logique antiterroriste qui donne beaucoup de pouvoir aux services de renseignement et à l'administration. Et ce qui m'amène à un point qui est très important, c'est que quand on parle des procès politiques, c'est important, mais il ne faut jamais oublier que le procès politique, c'est ce qu'on voit le plus.
C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut dénoncer, c'est ce qui est critiquable. Mais qu'il y a d'autres formes de répression qu'on voit moins et qu'on dénonce moins et qui sont tout aussi pernicieuses et importantes. Et là, je pense directement à tout ce qui s'est passé sous l'état d'urgence. Alors, je pense qu'on va y revenir. Je vais extrêmement rapidement. Mais on peut penser aux perquisitions administratives, aux assignations à résidence et aux interdictions de séjour, c'est-à-dire des interdictions de manifester. Autrement dit, ce qui est important aujourd'hui, je crois, c'est non seulement l'assimilation des militants à des terroristes, mais la mobilisation de dispositifs antiterroristes contre des militants. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs d'exception. Alors vous savez que la France est une championne de l'exception. Au moins depuis la monarchie, la Révolution française, on a toujours mis en place des dispositifs d'exception, toujours. Mais aujourd'hui, ces dispositifs d'exception officiellement adoptés pour lutter contre les djihadistes et pour faire face au djihad sont remobilisés contre des militants. Et là, il y a un événement qui me semble extrêmement important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'assignation à résidence des militants écologistes pendant la COP21. C'est-à-dire juste quelques semaines après la déclaration de François Hollande de l'état d'urgence. Pourquoi c'est important? Cet événement, il est important parce qu'il montre deux choses. Premièrement, il montre précisément ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, on prend officiellement des mesures pour lutter contre les terroristes dits islamistes. Quelques semaines plus tard, ça se retourne contre des militants et des activistes. Autrement dit, des dispositifs antiterroristes sont mis en place pour annihiler toute contestation politique et empêcher des manifestations politiques. C'est la première chose. Mais plus généralement, ça montre une dérive de l'exception. L'exception en France, elle a toujours eu des dérives, on les connaît. Il y en a 3. Et on les voit aujourd'hui et ça joue sur la répression des militants. Première dérive, l'exception n'est pas exceptionnelle. Autrement dit, l'exception, elle dure. L'état d'urgence a duré peut-être 2 ans, mais aujourd'hui, déjà c'est très long, et vous savez qu'aujourd'hui on a passé des dispositifs dans le droit commun. Deuxième dérive tout à fait classique, plus l'exception dure, plus elle va toucher des individus différents. Au départ, on va cibler quelqu'un, et hop, tout de suite après, ça va cibler d'autres personnes. Je vous reprends l'exemple de la Cour de sûreté de l'État, sur laquelle j'ai travaillé. Le général de Gaulle met en place une juridiction d'exception pour réprimer l'extrême droite, l'OAS pro-Algérie française. 4 ans plus tard, qui c'est que ça va viser? Les manifestants de mai 68. Extrême droite, extrême gauche. Et ça va dans l'autre sens. Ça va toujours dans ce sens en général. En 1936, on met en place, le Front populaire met en place une loi de dissolution des organisations pour lutter contre les ligues d'extrême droite. 3 ans plus tard, qui est dissous le Parti communiste français. Extrême droite, extrême gauche. Donc vous avez toujours des dispositifs répressifs qui vont en fait s'appliquer à tout à fait d'autres cibles. Je vous alerte donc sur le fait que quand on prend des dispositifs antiterroristes, ça va toujours s'appliquer contre d'autres personnes, et en particulier contre les activistes. Je ferme la parenthèse. Première dérive, ça dure. Deuxième dérive, ça touche beaucoup de monde. Troisième dérive, c'est que justement le juge est progressivement évacué de l'antiterrorisme et de la répression en général. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que les militants, certes, sont inculpés. Il y a Valmy, il y a Tarnac, il y a Goudière, il y a plein de procès. Mais que les militants aujourd'hui sont surveillés, fichés, perquisitionnés, etc. Ce qui veut dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, le but, c'est pas tant de juger et de punir que d'empêcher de militer, de surveiller et de ficher. Voilà, j'en finirai par là. Bonsoir à toutes et à tous. J'aurais dû prendre des notes aussi pour avoir un discours plus structuré. J'ai peur du coup de m'éparpiller un peu. Donc effectivement, je vais cadrer moi mon intervention essentiellement sur l'état d'urgence, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé. J'aurais voulu vous parler d'autres procès politiques, mais malheureusement, n'ayant pas travaillé dessus, je ne me permettrai pas d'aborder la question. Donc pour l'état d'urgence, effectivement, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Pourquoi on pourrait parler de procès politique? Parce que, alors déjà, il y a un procès politique à partir du moment où la personne qui a été visée par les mesures de l'état d'urgence a décidé de se défendre. C'est à partir de ce moment-là que les mesures que le processus est déclenché, puisque contrairement à des procédures en matière pénale, on n'a pas de procureur de la République, en tout cas pour les mesures administratives, qui va déclencher les poursuites. Donc là, le procès va devenir politique à partir du moment où la personne qui a été victime des mesures de l'état d'urgence décide de réagir. Pour vous décrire un peu le processus
des mesures qui ont été prises sur le fondement de l'état d'urgence et pourquoi ça devient un procès politique une fois qu'on a décidé d'exercer un recours contre ces décisions. Concrètement, ce qui se passe... Alors moi j'ai travaillé essentiellement sur 2 mesures qui sont phares concernant la loi sur l'état d'urgence, c'était les perquisitions et les assignations en résidence. J'ai pas beaucoup travaillé sur les interdictions de manifester. Et mes dossiers ne concernaient pas des militants, mais plutôt des personnes de confession musulmane. En tout cas, on supposait qu'elles étaient de confession musulmane. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a... alors je ne sais toujours pas au jour d'aujourd'hui dans quel ordre ça se passe. On a les services de renseignement qui font tout un travail de surveillance, de prise de notes et d'accumulation d'informations sur des individus qui sont soupçonnés d'avoir des comportements qui pourraient être potentiellement amenés à des actes de terrorisme. Et donc on a tout ce travail d'accumulation de données, d'informations sur ces individus. À un moment donné, ces informations remontent donc pour les perquisitions au niveau de la préfecture, au niveau du préfet, ou au niveau du ministère de l'Intérieur pour les assignations à résidence. Alors, est-ce que c'est les services de renseignement qui transmettent de manière spontanée les informations au ministère de l'Intérieur ou au préfet, ou est-ce que c'est le préfet qui demande au service de renseignement de lui donner des informations lui permettant de prendre des mesures concernant cet individu? Dans ce cas-là, en tout cas pour les perquisitions, puisque c'est le préfet qui prend la décision de donner des ordres de perquisition, je vous avoue que c'est encore un peu flou. En tout cas, ce qui en ressort, c'est que alors j'avais, avant d'exercer tous les recours pour les personnes assignées à résidence et qui avaient suivi les perquisitions administratives, j'avais participé à l'enquête de la Fédération internationale des droits de l'homme et de la Ligue des droits de l'homme sur l'état d'urgence, et on avait été amené à discuter avec notamment des parlementaires qui nous ont avoué que certains préfets avaient pris des décisions de perquisition administrative pour remplir les quotas et pour pouvoir justifier auprès de leur électorat voilà, moi aussi j'agis contre le terrorisme et regardez, nous on a tant de perquisitions sur notre territoire. Donc à un moment, c'est à ce moment-là que ça devient politique, puisque c'est la décision du préfet qui va amener à une perquisition administrative. Donc on a ce doublon entre services de renseignement et préfet et ministre de l'Intérieur qui prennent les décisions, donc soit d'assignation à résidence, soit de perquisition. À partir de ce moment-là, alors je pense que peu de personnes, au fur et à mesure, les gens ont été quand même assez au courant qu'il était possible d'exercer des recours contre ces décisions. Je vous avoue qu'au début c'était un peu flou, et même jusque un an après le déclenchement de l'état d'urgence, on avait encore des personnes qui venaient nous déposer leur dossier au cabinet. Ça a mis du temps à se déclencher, mais les gens ont fini par se rendre compte qu'il était possible d'agir contre les mesures qu'ils étaient en train de subir. À ce moment-là, quand on a commencé à recevoir les dossiers, il y a eu 2 combats. Le premier, c'était concernant les assignations à résidence, d'essayer de faire passer les recours contre les assignations à résidence, éventuellement devant le juge judiciaire et non pas devant le juge administratif, puisque les règles, et je l'aborderai rapidement le point, les règles de preuve devant le juge judiciaire et devant le juge administratif ne sont pas du tout les mêmes, et le juge judiciaire est beaucoup plus exigeant que le juge administratif. Donc il y a eu des recours, et donc notamment des questions prioritaires de constitutionnalité, donc qui est un mécanisme qui permet de saisir le Conseil constitutionnel, où on a essayé de dire, écoutez, les assignations à résidence, c'est tellement attentatoire à la liberté de se déplacer, d'aller et venir, que ça relève pour entrer dans les détails un peu plus juridiques, de l'article 66 de la Constitution, qui place le juge judiciaire comme le garant des libertés individuelles. Et donc là, on nous a gentiment répondu que non, les mesures d'assignation à résidence, même si les personnes étaient obligées de pointer 3 fois par jour, généralement à 7h, midi, 18h, 19h, plus de rester chez elles assignées à résidence si ma mémoire est bonne, généralement de à peu près 20h, 21h jusqu'à 6h du matin le lendemain. Non, ça c'est pas assez grave, en tout cas ça restreint pas de manière assez importante la liberté individuelle. Donc premier échec, les recours sont restés devant le juge administratif. Le deuxième point, ça a été effectivement sur les moyens de preuve que l'on pouvait exiger pour justifier les mesures.
Donc ça c'est un combat, alors pour la petite info, moi j'ai encore des audiences qui prennent leur origine dans les contestations des mesures prises sur le cadre d'état d'urgence. J'en avais encore une la semaine dernière, donc ça dure encore. Les procédures en droit administratif sont assez longues et on en a encore quelques-unes. Le principe, c'est que les mesures sont prises sur le fondement des fiches de renseignement, qu'on appelle un peu plus vulgairement de nos jours les notes blanches. Les notes blanches, si vous n'avez pas entendu parler, ce qui est possible, c'est simplement une feuille de papier avec, alors, si on a de la chance, la photo de la personne qui est concernée, son état civil, et quelques informations qui ont été récupérées par les services de renseignement. Il faut savoir que cette note n'est pas signée, on ne sait pas qui l'a rédigée, donc c'est comme si n'importe qui dans la salle aurait pris une feuille de papier sur son voisin, aurait mis sa photo et aurait dit telle personne a dit tel jour tel propos, telle personne connaît telle autre personne soupçonnée de terrorisme, telle personne fréquente telle mosquée qui est connue pour être plus ou moins radicale, etc. Donc ça c'est la note blanche. Et il se trouve que la mesure administrative, que ce soit l'assignation à résidence ou la perquisition, est prise uniquement sur ce fondement. À ce jour, je réfléchis pour ne pas vous dire de bêtises, dans le cadre des procédures qu'on a engagées, j'ai jamais eu d'autres preuves complémentaires que cette note blanche. Alors si parfois, quand le ministère de l'Intérieur se sentait un peu embêté et qu'il trouvait que sa note blanche elle n'était pas assez complète, on avait une deuxième note blanche qui complétait un peu la première, histoire de dire bah si regardez j'ai d'autres informations. Donc on a essayé de contester le recours à ces notes blanches en disant que c'était pas du tout une preuve suffisante et qu'il était nécessaire d'apporter des éléments concrets, des enregistrements, des attestations, des photos, des vidéos, etc. Le Conseil constitutionnel, qui est donc le garant de la Constitution, a décidé que les notes blanches étaient recevables et utilisables dans le cadre des procédures engagées, à condition qu'elles soient suffisamment circonstanciées et qu'elles reposent sur des éléments concrets. Ce qui ne veut au final pas dire grand-chose, puisque le ministère de l'Intérieur a continué à nous produire des notes qui, simplement, c'était de simples allégations en fait, ça repose sur rien du tout. Donc le principe nous notre travail, qui est un travail de longue haleine, c'est que quand on reçoit le dossier, on dépose notre recours, donc notre requête devant le juge administratif, en disant que la mesure d'assignation à résidence ou la perquisition n'était pas justifiée. Et donc à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur, puisque que ce soit une mesure prise par le préfet ou par le ministère de l'Intérieur, c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui arrive dans la procédure, nous produit la note blanche. Et là, on peut commencer à travailler. Et le travail consiste à s'asseoir autour d'une table avec la personne qui est venue nous voir au cabinet et de lui dire bon, voilà, alors on vous reproche d'avoir fait telle chose, d'avoir dit telle chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. D'accord. Donc on note, tel propos n'a jamais été tenu par tel individu. Et concrètement, ce qui se passe, et c'est une des preuves les plus difficiles à apporter en droit, et c'est une preuve impossible, c'est la preuve d'un fait négatif. Non, je n'ai pas dit tel propos. Non, je n'ai pas fait telle chose. Et donc encore une fois, la semaine dernière, je me suis acharné devant le juge administratif en lui expliquant que vous avez beau dire que mon client, on lui reproche d'avoir dit tel propos, je suis navré, mais je pourrais jamais vous apporter la preuve qu'il ne l'a pas dit, c'est beaucoup trop facile. Et les juges administratifs, sous le couvert de la décision du Conseil constitutionnel, s'en contentent. Donc c'est pour ça en fait que ça devient un procès politique, puisqu'au final on a l'intervention des services de renseignement qui donnent leurs informations au ministère de l'Intérieur et au préfet, et ces éléments servent de preuve pour prendre les mesures qui ont été prises sur le fondement de l'état d'urgence. Donc au final, on a vraiment une immixtion de la politique qui a des conséquences gravissimes sur les personnes qui ont été concernées, puisque voir débarquer la gendarmerie, alors parfois ça allait même plus loin, puisqu'ils arrivaient souvent avec ils étaient très nombreux, armés, lourdement armés, à des heures pas possibles, parce que pendant un bon moment les perquisitions ont été effectuées de nuit,
Donc ça a été très vite rattrapé par le Conseil constitutionnel qui a dit attention, les perquisitions de nuit, elles doivent être vraiment justifiées par l'urgence, il faut démontrer qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc au final, les autres perquisitions, alors là c'est de pure supposition, mais j'imagine qu'elles ont dû être faites le jour ou en tout cas très tôt le matin. Donc vous êtes tranquillement chez vous et là vous avez la police qui arrive lourdement armée, vous avez parfois des enfants en bas âge et là sans savoir pourquoi, hein, et donc là on vous plaque au sol, on vous maltraite, on a cassé la porte avant alors qu'on aurait pu tout simplement toquer à la porte pour vous demander d'ouvrir. Donc là-dessus c'est des mesures qui ont été vécues de manière très très violente par les personnes que nous on a reçues au cabinet, qui ont parfois eu des conséquences sur leur santé mentale assez lourde et parfois aussi physique. Là, le gros travail, et ça reste du procès politique, c'est sur la réparation pour les dommages, pour les préjudices subis par les personnes, et on reste dans le politique puisque le principe c'est qu'il faut, pour obtenir la réparation en droit administratif, démontrer la faute de l'administration. Et donc là, tout est assez bien vissé et cadré. Le plus facile, c'est quand la porte a été cassée sans aucune justification. On vous rembourse sous, bien sûr, présentation d'une facture. Donc on vous rembourse les frais pour réparer la porte. En revanche, le plus difficile, c'est de démontrer de faire réparer le préjudice moral subi par les personnes. Parfois le préjudice physique, mais du coup sur la santé psychique des individus, puisque beaucoup des personnes qui ont subi des perquisitions violentes ont eu des conséquences psychiques assez lourdes. Et le problème maintenant, c'est de démontrer le lien de causalité, de démontrer que c'est bien à cause de la perquisition et des conditions dans laquelle elle a été menée que la personne présente aujourd'hui des séquelles. Sans rentrer dans les détails, on a un dossier dans lequel le juge administratif nous a clairement dit, alors que la personne a eu des grosses conséquences physiques qu'elle n'avait pas avant la perquisition, qu'il n'y avait pas de lien de causalité, et qu'on n'avait pas le droit d'avoir un expert pour le démontrer, et que de toute façon, son état de santé qui s'était déclenché après la perquisition, c'était pas lié à la perquisition. Donc on a vraiment un verrouillage par le juge administratif qui, du coup, agit un peu en protecteur de l'administration dans ces cas-là, hein, et qui bloque de manière assez importante les processus de réparation. Alors il y a nous on a eu des décisions, on a eu des procédures qui ont fonctionné, on a obtenu des réparations qu'on estime ne pas être assez importantes, donc on a fait appel, là on va devant le Conseil d'État pour aller devant la plus haute juridiction administrative pour démontrer que la réparation n'est pas suffisante. Mais voilà, on se retrouve encore aujourd'hui à être complètement bloqué par ce principe des notes blanches et du verrouillage par le juge administratif. Et c'est là-dessus que ça reste encore aujourd'hui des procès politiques, puisque on a clairement l'émission du politique qui a agi en amont et qui a encore des répercussions aujourd'hui dans l'obtention de réparation, puisque c'est un peu aujourd'hui le grand combat sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence. Oui, bonjour. Pour ma part, je vais vous parler plutôt, je peux vous parler d'expérience personnelle, mais ce n'est pas la question des dizaines de procès politiques auxquels j'ai participé. Mais je crois qu'il faut revenir pour évoquer la criminalisation, puisqu'aujourd'hui on parle de criminalisation des luttes sociales, en accentuant finalement à l'origine. Dès finalement l'autorisation des syndicats au 19e, quelques années après, sont apparues ce qu'on appelait les lois scélérates, c'est la gauche qui appelait ça, la gauche de l'époque, les lois scélérates, qui permettaient de faire des procès collectifs et de criminaliser une contestation un peu radicale. Je ne parle pas armée, je parle simplement un peu radicale. Et finalement, je dirais entre 1945 et les années 80-90, il y avait cette espèce de respect pour ce qui était politique, notamment la contestation. Et c'est vrai qu'après 68, il y avait des dizaines de séquestrations de patrons dans les entreprises, et il ne venait à l'idée à personne de poursuivre les militants pour séquestration, pour enlèvement, comme aujourd'hui on peut et on suggère de le faire. Ce qui fait qu'il y a évidemment une exploitation de la répression qui va, je dirais, avec un émiettement de la contestation sociale et une radicalité de la répression qui, je dirais, est aujourd'hui lancer un cocktail Molotov en 70, c'était au pire, risquer 12 mois de prison avec sursis la plupart du temps. Aujourd'hui, c'est 20 ans de prison.
C'est-à-dire qu'on criminalise en disant « vous avez voulu tenter de tuer le policier qui est en face de vous », alors que tout simplement, avant c'était une expression comme faire une barricade, empêcher, je dirais, la progression des policiers. Donc on a une idéologie dominante qui se manifeste par les procès politiques purs. Bon, moi c'est vrai que j'ai participé à des procès de gens radicalement engagés, avec armes ou sans armes, et la plupart du temps avec armes, depuis près de 40 ans, donc il y a une démarche tout à fait différente avec les procès d'aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, ce que je constate, et ce qui est tout à fait constatable depuis très longtemps, c'est que finalement, pour les militants d'extrême gauche, c'est beaucoup plus dur de sortir de prison quand vous êtes condamné à perpétuité que pour n'importe quel nasillon ou nazi en Allemagne après la guerre, ou comme Papon. Je prends l'exemple de Papon, c'est tout simple. Il y avait une loi en mars 2002 qui disait qu'on pouvait sortir pour raison de santé si on était malade en prison. Il a été le premier à en bénéficier, alors qu'il n'avait pas de pathologie particulière. Il était vieux certes, mais ça ne suffisait pas. À l'époque, je défendais Nathalie Minigon, qui avait eu 2 AVC, qui était hémiplégique, qui était vraiment dans un état de santé tout à fait dramatique, et on m'a expliqué que non, elle ne sortirait pas, puisque sa prison était à une demi-heure d'un CHU, et que donc, en cas de problème, on pouvait la transférer en une demi-heure d'un CHU. Ça, c'est tout à fait typique, puisque finalement, on analyse en Europe, là je parle en Europe et pas simplement en France, que ce soit en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, en Belgique, pour les pays où il y avait plus de militants emprisonnés à des peines longues d'extrême gauche, que la France est d'ailleurs le champion du monde aujourd'hui, d'Europe en tout cas, en ce qui concerne la durée d'une peine, puisque Georges Ibrahim Abdallah est en prison depuis 33 années, alors qu'il a été condamné pour complicité d'assassinat, et en plus, je vous le rappelle, complicité d'assassinat d'un militaire américain, colonel, et d'un attaché service secret israélien, alors qu'il estimait être dans le cadre de la résistance, qu'il a porté la résistance à l'extérieur du Liban, sur le sol français. Quoi qu'il en soit, c'est à titre d'exemple très simple, à savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on est un militant révolutionnaire, et il n'a plus beaucoup en prison, certes, puisque c'est les années 70, 80, et Abdallah est sans doute un des derniers à être encore en prison aujourd'hui. Les autres détenus à longue peine, ce sont effectivement des islamistes pour la plupart. Il n'en demeure pas moins qu'on vous demande un repentir, qui était une notion qui n'existait pas lorsqu'on était condamné par la Cour de sûreté de l'État, par des militaires, donc juridiction mixte, militaire et civile, instituée au départ pour l'extrême droite, et comme l'a rappelé tout à l'heure celle qui est professeure à Paris 8, parce que moi je l'ai votre nom. Vanessa. Vanessa, je sais, mais le nom de famille, je ne vais pas vous appeler par votre prénom. On a aujourd'hui, si vous voulez, une déviance, à savoir effectivement que finalement la Cour de sûreté de l'État, c'était une juridiction d'exception politique qui donnait le statut de prisonnier politique. On reconnaissait. Aujourd'hui, la radicalité, je dirais effectivement ceux qui emploient une violence, quelle qu'elle soit, avec ou sans armes, on vous dit que vous êtes des terroristes, ce qui veut dire que quand vous êtes terroriste, finalement, vous n'êtes pas politique, puisqu'aujourd'hui, finalement, terroriste, c'est, je dirais, comment qualifier. La notion, elle est née bien avant 86, mais sur le plan juridique, elle est née en 86 après la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Et quand aujourd'hui je lis qu'on va instaurer un parquet antiterroriste, je veux dire celui-ci a été créé en 86. Donc moi je veux bien, si vous voulez, qu'on restaure et qu'on dise des choses tout à fait inexactes, mais c'est en 86 qu'il a été instauré. Et à partir de les lois répressives dans le cadre du terrorisme qui aujourd'hui effectivement touchent des militants écologiques ou d'autres militants, ou même je suis un peu fourre-tout, mais c'est vrai, les interdictions de manifester. Il y a toujours eu des interdictions de manifester, simplement il était rarissime qu'on poursuive les militants qui venaient quand même à une manifestation, qu'on les inculpe et qu'on les mette en examen pour avoir participé à une manifestation. Moi j'ai fait 3 procès, je crois, sur les militants qui avaient déposé simplement l'autorisation de manifester au nom de plusieurs organisations. On a refusé, on a interdit et on les a poursuivis pour avoir maintenu la manifestation alors qu'ils n'étaient même pas forcément présents. Alors il est vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais quelquefois il y a des juges indépendants et les 3 fois ils ont été relaxés alors que le parquet demandait une plainte. C'était les manifestations sur la Palestine. Et c'est vrai qu'on ne voit pas comment la France était le seul pays où on interdisait les manifestations à l'époque de Gaza sur la Palestine, en Europe encore une fois. Donc il y a une exception française qui est de pire en pire, je dirais, sur la durée des peines, sur la répression, sur le fait que l'idéologie dominante nous dit finalement, si vous contestez aujourd'hui, même en tant que syndicaliste, qui était tout à fait inenvisageable dans les 70, 80 et même 90,
vous êtes, comme l'histoire d'Air France, si vous voulez, en tant que syndicaliste, vous êtes vraiment hors la loi, et puisque vous êtes hors la loi, on doit vous appliquer des peines qui sont extrêmement sévères pour pas que vous recommenciez, et pour dire surtout que la contestation radicale ne peut pas être faite dans ce pays, et que finalement, simplement, le seul fait de manifester quelquefois, et encore pas trop fort, je dirais, est toléré. C'est ça qui est dramatique, je dirais. Et cette évolution, elle est palpable, même si quand on la vit, on la voit un peu moins, dans le cadre de la répression en tant qu'avocat quand on défend des militants. Puisque quand on défend des militants aujourd'hui, les peines qui sont demandées, alors ça va avec l'augmentation de la répression pénale en général. Moi, quand je suis devenu avocat il y a longtemps, il y avait 30 000 détenus. Il y en a 65 000 aujourd'hui. C'est pas tant qu'il y a beaucoup plus de délits, ça veut dire simplement que les peines sont plus sévères. C'est en ça. C'est-à-dire que c'est une répression à l'américaine en quelque sorte, où il y a un traitement par la prison du chômage, il y a un traitement par la prison des problèmes sociaux, comme il y a aux États-Unis où il y a un grand pourcentage de minorités ethniques qui sont en prison. Et en France, on arrive, et en Europe d'ailleurs en général, on va vers cette augmentation des détenus, ce qui veut dire qu'il y a d'une part une répression évidemment des militants et une répression sociale tout court qui est dramatique. Et malheureusement, je dirais que l'opinion, enfin, telle qu'elle est façonnée et telle qu'on nous dit mais la justice n'est pas assez sévère, on est vraiment, il faut faire des nouvelles lois, etc. Alors ça, c'est un point sur le plan politique. Deuxièmement, en ce qui concerne l'expérience plus particulière des militants politiques et l'évolution de la répression, je dirais qu'on est, aujourd'hui, on va aller vers des gens qui sortiront jamais. À savoir que pour la première fois, on envisage de façon tout à fait claire ce qu'on n'avait pas fait pour les collaborateurs, ce qu'on n'avait pas fait pour les gens de l'OAS, ce qu'on n'avait pas fait en Allemagne pour les nazis, des gens qui mourront en prison de façon perpétuelle en appliquant la peine perpétuelle. Quand on dit la peine perpétuelle n'existe pas en France, c'est faux. Sur le plan juridique, elle existe et il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de maximum de peine. Il y a un détenu qui est en prison depuis 44 ans, à ma connaissance, et rien n'empêche. C'est vrai que moi, en tant que défenseur de Jorge Mandela, qui est en prison depuis 33 ans et qui ne veut pas sortir par le biais d'une éventuelle condamnation par la France, par la Cour européenne des droits de l'homme, car il estime qu'en tant que militant révolutionnaire et résistant, il n'a pas demandé l'application des droits de l'homme, c'est son choix. Je le regrette aussi quelquefois, mais enfin, c'est son choix et évidemment je le respecte. Il n'en demeure pas moins qu'on a une situation où les États-Unis font pression. À l'époque, Mme Clinton a fait un mail au gouvernement français quand elle était secrétaire d'État en disant il n'est pas question, les États-Unis seraient très choqués que ce militant anti-impérialiste puisse sortir de prison. Et il se trouve que l'autorité, l'exécutif, s'est incliné, en tout cas on a eu la preuve. Quant aux juges, à part les quelques-uns qui sont indépendants, et il y en a très peu, et qui ont un vague courage, vous savez, je dis toujours cette anecdote, quand vous allez dans tous les pays du monde, il y a des monuments aux morts, que ce soit en Argentine, en France ou autre, sur des faits de résistance, il n'y a jamais de magistrat. Les magistrats, ils condamnent. Pendant la guerre, en 39-45, ils occupaient la 10e chambre, aujourd'hui les locaux de la 10e chambre de la Cour d'appel de Paris, c'était les sections spéciales qui condamnaient les résistants. Et eux, à part un résistant qui a eu magistrat, il n'y a jamais eu de résistant. Ils appliquent les lois, quelles qu'elles soient scélérates ou pas, qu'elles soient fascistes ou pas, ils appliquent, donc il n'y a pas à compter, je dirais, sur eux, même pour ceux qui sont un peu progressistes. Et à l'époque du début du syndicat de la magistrature, il y avait un procureur qui avait demandé la peine de mort qui était au syndicat de la magistrature. Donc je dirais, on n'a pas à attendre quelque chose des magistrats qui sont là finalement dans le cadre d'une répression sociale et qui sont façonnés en quelque sorte dans leur école pour ça et qui s'appliquent très bien à faire cette répression sociale. C'est un regret, alors bien entendu il y a toujours des exceptions, quelques-uns qui ont l'air progressistes comme ça, mais qui finalement... moi je me rappelle d'une grève, oui c'est ça, on avait au tribunal de Nantes, correctionnel je crois, ils avaient libéré quelqu'un qui avait commis un crime. Et donc il y avait eu une grève fonctionnaire. Alors finalement, ils ont doublé les peines de prison dans l'année qui a suivi. Pour pas qu'on leur fasse de reproches, surtout qu'on leur fasse pas de reproches, ils enferment les gens un peu plus longtemps, parce que finalement, ce qui compte, c'est leur carrière, c'est les notes du procureur, à savoir, on enferme un peu plus, on ne reprochera jamais d'enfermer plus, ce qu'on nous reproche, c'est de libérer. C'est ça la notion. Et à partir de là, quand vous savez ça, bien entendu, vous ne pouvez pas leur faire confiance, et on arrive aujourd'hui au fait que des syndicalistes qui étaient impensables il y a 20 ans, il y a 30 ans, soient condamnés pour des faits de lutte sociale, quel que soit le moyen de lutte. Puisque la violence... elle vient de l'État. Et la légitime réplique, je dirais,
de ceux qui luttent contre l'État ou contre les formes de pouvoir, bien entendu, elle n'est pas tolérée par le pouvoir politique et par le pouvoir qu'elle a aujourd'hui, encore moins. Je dirais, il suffit de voir, par exemple, ce qu'ont tenté les Basques, à savoir les Basques français avec le TA, à savoir une réconciliation, une amnistie, une demande d'amnistie, et que l'État français a saboté en collaboration avec l'État espagnol. Donc malheureusement, on est dans ce cadre-là, et il faut s'attendre dans les années qui viennent à une répression de plus importante de toute contestation sociale. Je ne parle même pas de lutte radicale, des gens que j'ai pu défendre, qui avaient les fusils à la main et qui faisaient, non pas sauter des gens dans la rue, mais qui avaient des cibles politiques, qui ils estimaient que c'était des exécutions. La justice estimait que c'était des assassinats, mais c'est encore bon, c'est l'appréciation politique. Mais aujourd'hui, c'est toute contestation. Je veux dire, c'est des gamins lycéens qui perdent un œil dans une manif, et le flic, on met 5 ans d'instruction pour dire que finalement, il n'a pas fait grand-chose, c'est pas de sa faute, il était quasiment en légitime défense. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est la domination de la police. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a une affaire, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'on entend? C'est un syndicat de policiers. C'est le syndicat de policiers qui n'a aucun élément de l'enquête, qui donne la version officielle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous, syndicats policiers, nous savons, etc. Enfin, on est vraiment dans un cas de caricature extrême de ce qui se passe, qui est extrêmement dangereux. Et finalement, et c'est à peu près partout pareil en Europe, hein, il faut bien considérer. Et aux États-Unis, évidemment, c'est encore pire. Et c'est là que les peines sont... C'est vrai qu'il y a des centaines de gens qui vont mourir en prison aux États-Unis. En France, en principe, on ne meurt pas de perpétuité en prison, mais il y a de plus en plus de vieux prisonniers. Alors on en parle de temps en temps à titre anecdotique. Il n'y a pas de demande, il n'y a rien qui est fait pour eux, et ils sont là en attendant la mort dans ce centre de détention, alors qu'ils auraient pu évidemment sortir depuis longtemps. Donc ce que je veux dire, c'est pas dépit. Moi, je me bats de toute façon quotidiennement dans les affaires auxquelles je peux me battre. Sur la longueur des peines et surtout pour la libération des prisonniers à perpétuité. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour les prisonniers politiques, qu'ils soient corses, qu'ils soient, comme Jalal Ibrahim Abdallah, militants de l'Action directe, qui sont sortis, encore que l'on va en faire rentrer un autre en prison, mais peu importe, ils sont quand même sortis au bout de 25 ans, mais c'était une période quasiment exceptionnelle, parce qu'ils étaient européens, et aujourd'hui, pour les autres, il est bien certain qu'il n'y a aucune mansuétude à attendre de l'État, et que surtout, pour la répression sociale, celle-ci s'accentue. C'est ça, je dirais, le danger le plus important, c'est la répression sociale, la criminalisation de toutes les luttes, qui va du lycéen au syndicaliste, et dans chaque manifestation, la présence de provocations des policiers. Jamais avant, on pouvait imaginer qu'il y ait des policiers partout dans le cadre de manifestations, au milieu, sur les côtés. C'est évidemment des provocations, et ils attendent peu de choses. Les provocations policières, elles existent depuis la nuit des temps. Depuis qu'il y a des contestations sociales au 19e, il y a des provocations policières. Simplement aujourd'hui, elles sont légitimées par le pouvoir, elles sont légitimées par la représentation du pouvoir, à savoir la presse dominante et les images qu'on peut voir, et c'est en ça que c'est tout à fait dangereux. C'est pas nouveau, mais c'est dangereux parce que ça s'accentue. C'est ça que je voulais vous dire. Les militants, finalement, les militants qui ont eu des procès dans les années 70, 80, 90, ont eu des vrais procès politiques et nous, quand on était avocats dans ces années-là, on savait que quand on rentrait dans une audience avec un procès politique, on savait qu'on pouvait tout dire, ce qui n'est même plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en tant qu'avocat, on nous dit vous êtes excessif, vous êtes ci, vous êtes ça, alors qu'avant on avait une liberté totale. C'est-à-dire que même dans le cadre de la défense, aujourd'hui, il y a, je dirais, des l'outrage, et on nous traite quasiment, on dit mais vous dites ça, c'est limite de l'outrage, je vais appeler le bâtonnier, je vais appeler le procureur, je vais appeler le président, je vais ci, etc. On essaie de limiter la parole de la défense. Et ça aussi, c'est inacceptable. Moi, je ne me bats pas pour le principe de la défense, évidemment que c'est un principe qui doit être exercé, mais je pense surtout aux gens dont on assure la défense, qui sont aujourd'hui dans, je dirais, qui se retrouvent dans des peines inconsidérées pour des faits qui, encore une fois, sur le plan politique, n'auraient pas dû donner lieu à une condamnation de prison ferme. Donc voilà ce que je peux vous dire. Peut-être vous avez des questions qui sont intéressantes sur ce point. Si je peux me permettre de rajouter juste une minute, parce que qui fait la justice, et dans le cas de la criminalisation des militants et de l'assimilation de la contestation sociale au terrorisme, on a oublié un acteur dont on n'a pas parlé, c'est l'Union européenne. Et il faut savoir que dans le cadre des rassemblements internationaux notamment, l'Union européenne a pris des directives très claires pour là encore assimiler des militants, des activistes à des terroristes. Et il y a des résolutions très claires de l'Union européenne en disant voilà, on va considérer que ces organisations-là, ceux qu'on appelle les Black Blocs,
sont des terroristes, et donc avec une répression très importante, et notamment, toujours pareil, une forme de répression préventive où on empêche les gens de passer les frontières, où on empêche les bus de partir, où on prend des photos, où on les fiche, on les surveille, etc. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment ce mouvement-là qui est très important, assimilation des militants terroristes et répression préventive. C'est tout ce que je veux dire.